Contrepoint. Bonjour chers amis de Radio Taf, nous recevons aujourd'hui Claude Silbon. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous Claude Silbon ? Écoutez, quand il y a du soleil dehors, ça ajoute au soleil que j'ai dans le cœur, et donc ça va très bien. Alors aujourd'hui c'était un jour mi-pluvieux, mi-soleil quand même. Et quand je suis venu là, le soleil s'est levé. Il est revenu, parfait. Alors voilà, on a bien commencé avec la bonne humeur que je vous connais. Israël étant un petit pays, je vous croise souvent dans des événements culturels ou même d'ailleurs sur la plage, on s'est rencontrés avec votre femme. Des bonnes mémoires. Et oui, c'est toujours très sympathique de parler avec vous. Vous êtes d'origine tunisienne et je crois que c'est une partie importante de votre personnalité, on va en parler. Vous vous définissez vous-même comme un Tunisraélien. Vous êtes là, vous êtes d'abord sociologue, j'ai oublié de préciser. Vous êtes en Israël depuis 1970. Vous avez travaillé avec Teddy Kollek à la mairie de Jérusalem. Vous avez dirigé le lycée français de Jérusalem. Et vous avez écrit 7 livres, 8 livres, quelque chose comme ça, à peu près. Et là, vous avez réédité, c'est votre actualité, le livre de Herzl, Théodore Herzl, Alt-Neuland. Voilà, c'est pour résumer. Je crois que c'est à peu près ça. Mais pour commencer par un sujet tout autre, vous avez écrit un article sur la francophonie, un coup de gueule, on peut dire, sur le fait qu'Israël n'est toujours pas dans la francophonie. Écoutez, je trouve que c'est tout à fait judicieux comme question et que cette question soit posée dans le cadre de la radio TAF, c'est-à-dire à un moment où cette radio est une des illustrations de la présence francophone en Israël, une des illustrations du fait que ce pays contient 1 million de francophones, qu'il voit ses nombres d'auteurs traduits de français en hébreu et d'hébreu en français, qu'il voit le nombre de villes jumelées avec Israël. Tout ça pour vous dire qu'on aurait pu imaginer que l'Organisation internationale de la francophonie dit Israël doit être dans la francophonie. Alors, je vais vous raconter 2 exemples. L'un d'un pays que je ne citerai pas, dans lequel personne ne parle français et qui vient d'être admis à la francophonie. Et le deuxième, qui est un très grand pays où tout le monde parle français, l'Algérie, et qui n'est pas admis dans la francophonie. Alors, en fait, d'où vient cette espèce d'absurde, de raison absurde ? C'est que pour être admis dans la francophonie, nous avons une règle qui est la seule dans le monde et dans toutes les institutions, qui est la règle de l'unanimité. Or, on sait que le Liban, pour des raisons de haute stratégie planétaire, ne veut pas qu'Israël soit dans cette institution, et donc Israël a décidé de ne plus se représenter. Il s'est représenté une fois, ce que très souvent on oublie. Et Shimon Peres me disait, la seconde fois, je ne me présenterai pas parce que je voudrais qu'on me dise que pour être admis à la francophonie, il faut avoir 1, 2, 3, 4, 5. Si on ne me dit pas ça et que mon admission dépend du bon vouloir de tel pays ou d'un autre, c'est pas besoin. Donc Israël n'est plus présent dans la francophonie, ce qui devrait un peu irriter le pays qui est, j'allais dire, le plus important dans la francophonie, la France. Quand on voit ce que la France fait chaque année dans le cadre de la francophonie en Israël, ce qui est assez étonnant, il faut le reconnaître, eh ben on se dit, ça fait encore dans la longue liste des absurdités avec Israël, une autre absurdité. On parle souvent d'amour compliqué entre la France et Israël. Il n'y a pas que pour la francophonie, sur plusieurs plans. C'est vrai, la relation entre Israël et la France est une relation extrêmement complexe, qui est faite de haut et de bas, avec une période, si vous voulez, étonnante, jusqu'à la guerre des 6 jours, la période de la guerre de Suez, la période de 90 où le ministre des armées, Léotard, a fait des choses énormes. On a vu, si vous voulez, un certain nombre de ministères ici et là, mais on ne peut pas dire qu'à cause, si vous voulez, des attachements ou de l'attachement de la France avec tous ces pays arabes avec lesquels elle était très souvent liée dans le cadre de la colonisation, ça fait un problème toujours extrêmement complexe. Et d'ailleurs,
Shimon Peres, pour parler encore de lui, dit quand même, lui qui est un très grand francophone et francophile, dit « Je rappelle que jusqu'en 67, les armes étaient achetées en France et pas aux États-Unis. » C'est une chose que l'on oublie très souvent et qu'il a tout à fait raison de rappeler. L'usine de chaussettes à Dimona, eh ben, elle est faite avec le Haono, les connaissances françaises. Donc, on ne peut pas rayer d'un coup de manche, si vous voulez, cela. Je vais vous raconter une anecdote très significative. Il y a eu un ambassadeur de France en Israël qui s'appelait Pierre-Eugène Gilbert. Pierre-Eugène Gilbert parlait à la perfection l'hébreu. Et un jour, il va dans le sud du pays, chez Ben Gurion, et dans sa voiture, il y a 2 soldats qui font du stop. Eh bien, les soldats montent dans la voiture, et ils parlent persuadés qu'ils ont affaire à un ambassadeur comme un autre, ils continuent à raconter n'importe quoi. Et en arrivant, Pierre-Eugène Gilbert dit à Ben Gurion, « Tu sais ce que tes soldats m'ont dit ?» Et depuis, il y a un ordre qui interdit aux soldats de prendre des voitures diplomatiques en stop. Prendre du stop en voiture diplomatique. Je ne connaissais pas cette anecdote. Vous êtes arrivé en 70, mais parlons de votre parcours. Vous êtes né en Tunisie, donc en 43. Vous dites que vous avez... déjà senti la présence nazie dans le ventre de votre mère, hein, si vous avez... Oui, c'est vrai. L'année 43, pour moi, pour la Tunisie, est une année extrêmement particulière parce qu'en 1943, il y a eu 2 choses. La première, c'est qu'il y a eu le plus grand nombre de morts que de naissances. Et pour cause, les nazis étaient pendant 6 mois en Tunisie et il a fallu attendre le 7 mai 1943 pour voir la libération de Tunis. Un phénomène assez curieux parce que de l'Afrique du Nord à la Tunisie, Algérie, Maroc, c'est le seul pays qui a eu, si vous voulez, une présence nazie et une présence nazie extrêmement forte. Je rappelle, un des événements les plus percutants, c'est que quand on a envoyé la Wehrmacht à Tunis, on a envoyé avec le chef Walter Rauff. Walter Rauff est cet homme qui a créé les camions à gaz avant les chambres à gaz. Donc, si on l'a envoyé à Tunis, c'est pas pour jouer à la belote. Il y a eu des camps aussi de travail. Et donc, il y avait 32 camps de travail. Et si vous voulez, s'il n'y avait pas El Alamein au sud, Stalingrad au nord et la distance géographique, il serait passé exactement ce qui s'est passé en Italie, en Grèce et ailleurs. C'est un miracle. Ce judaïsme est un judaïsme miraculé parce que pendant 6 mois, ils ont souffert terriblement et ils ont eu beaucoup de chance qui leur a permis de survivre. D'accord. Et vous avez connu ensuite le premier départ, les premiers exils, on va dire, de votre terre natale, en France. C'est vrai, non, faites bien de rappeler comme ça, parce que moi j'ai une anecdote qui résume un petit peu tout ça. Je dis, je suis à Tunis, la colonisation française m'a appris à être français, puisque j'ai appris que nos ancêtres étaient gaulois, que le Mont Blanc était le mont le plus haut de France et pas de Tunis. Et donc, à Tunis, je suis devenu français. Très curieusement, alors que à Tunis, nous étions déjà depuis plus de 75 ans sous la... Pour votre famille, oui. Oui, et avant. Et après, donc, on quitte la France et je quitte la Tunisie pour aller en France. Or, en France, qu'est-ce que je deviens ? Je vais devenir israélien. Pourquoi ? Parce que, d'une part, je suis d'une famille traditionnaliste et qu'il y a 2 événements qui ont été, j'allais dire, probants dans mon histoire. C'est en 1967, la guerre des 6 jours, cette espèce de peur ontologique dans laquelle on s'est retrouvé. Puis, et 1 an plus tard, j'ai étudié sociologie. Le département de sociologie a été celui en pointe qui avait, je dirais, un peu brutalement, des tendances un petit peu anti-sionistes. Et ces 2 événements, si vous les multipliez, celui de 67 et celui de 68, ont fait que
le départ pour Israël est devenu quelque chose de tout à fait normal et pas de quelque chose d'absurde. Et donc j'arrive en Israël, j'ai habité 45 ans à Jérusalem, dans le Jérusalem de l'époque, vous savez, on se réunissait le samedi soir, pour boire du thé et du café, il n'y avait pas tellement de sorties. Et un de mes amis, qui est le professeur Eddie Kaufman, il avait invité du monde chez lui. Il avait invité un jeune journaliste qui s'appelait Tom Segev et Ariel Limor, qui est le patron, le père du journaliste Limor. Et je me rappelle très bien que la conversation, c'était simple et compliqué à la fois. Tom Segev me dit « Tu viens d'où ?» Et moi, très naturellement, j'ai dit « De France », parce que c'est vrai que je venais de France. Mais il me dit « Non, tu viens d'où avant ?» Je dis « De Tunis ». Il m'a dit « Tu es tunisien ». Alors, puisqu'on m'a fait tunisien, soit je me flingue, soit je fais de la politique, c'est-à-dire ni l'une ni l'autre. C'est un cercle sans fin. Les Tunisiens vous voient comme Français, les Français comme Israéliens, les Israéliens comme Tunisiens. C'est ça ? Voilà, c'est ça. Alors, qui est Claude Sidbon alors ? Eh bien, Claude Sidbon a décidé de la chose la plus simple, de multiplier, si tu veux, les différents apports. Et très souvent, en effet, on dit je suis plus tunisien, plus israélien, plus français. Non, je multiplie Pour moi, la richesse, si tu veux, c'est d'abord et surtout le fait que je suis une accumulation de ces cultures, de ces histoires, et que tout ça ensemble, c'est la chose la plus riche qui soit, parce que le français, c'est aussi mon enfance quand on parle de la Tunisie. Mais non, la Tunisie, c'est l'enfance, et l'enfance, ça appartient à personne, à personne d'autre. Et pareil, cette espèce de Tunisien, de judaïsme tunisien auquel je me suis, si vous voulez, attaché, il est simple et compliqué à la fois. Pourquoi il est simple et compliqué à la fois ? Parce que quand on m'a fait tunisien, j'ai décidé d'être tunisien. Et donc, si j'étais tunisien, il fallait que j'apprenne. J'ai écrit un premier livre qui avait paru chez Albin Michel en 1979. Et puis, j'ai continué à écrire, parce qu'on croit qu'on a fini. Et puis, c'est un puits sans fond. Ouais. Surtout sur les Juifs de Tunisie, donc c'est votre spécialité. Oui, parce que j'écris sur les Juifs de Tunisie. C'est vrai que c'est ma spécialité, mais c'est aussi là où je crois que j'ai si vous voulez, une responsabilité face à ma communauté. Parce que moi et quelques-uns de mon âge, nous sommes les derniers des Mohicans. Et si on est les derniers des Mohicans, si on ne fait pas, si vous voulez, des efforts pour conserver le patrimoine le plus riche de cette communauté, eh ben, on a une responsabilité. C'est pour ça que d'ailleurs, qu'en Israël, je pense que même en Israël, il faut que chacun des communautés apporte, si vous voulez, son patrimoine, et qu'il ne nous manquera plus qu'à retrouver une espèce de ciment qui ferait qu'Israël sera un pays encore plus beau qu'il ne l'est. Alors, parlons en quelques mots de l'histoire des Juifs de Tunisie, parce que c'est assez fascinant. C'est une histoire vieille de plus de 2000 ans. On dit d'ailleurs que ils ont une certaine parenté avec les Ashkénazes, en tout cas ceux de Djerba. C'est ce qu'on dit. Je ne sais pas si c'est vérifié. Pas que je sache. Parce qu'en fait, qu'il y a une on avait la coquetterie de faire remonter l'histoire à la reine Didon. Didon, c'est Tyr, c'est le Liban. Il y a la vieille communauté de Djerba qui sont originaires du premier temple, de Jérusalem. Maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'il y a à l'intérieur de cette communauté différentes communautés. Les plus importantes, il y a d'une part les locaux, les autochtones, et il y a ce qu'on appelle les Livournais. C'est pourquoi les Livournais ou les Granins d'abord. Les Granins parce que le mot de Livournais, par extension, est devenu Granin. Et ce sont des gens originaires de Livourne. Il y a le périple qui s'est fait d'Espagne vis-à-vis des villes du pape qui arrive à Livourne. À Livourne, on va voir, si vous voulez, ces Juifs s'installer parce que Victor Emmanuel II a décidé de faire la Livornina, c'est-à-dire c'est une loi permettant aux Juifs de s'installer à Livourne. Et ces Juifs de Livourne, c'est une île, se trouvent en face de Tunis.
Et donc, petit à petit, il va y avoir des échanges qui vont se faire, mais aussi un ostracisme assez étonnant, parce que ces juifs de Livourne vont être tout à fait différents. Ils vont se différencier des juifs tunisiens, des juifs locaux. Ils vont avoir un tribunal rabbinique. Ils vont avoir un cimetière, c'est pareil jusqu'en 1945. Mais il va avoir aussi, petit à petit, comme en France dans le 18e, 17e siècle, des mariages qui vont se faire entre des riches fortunes ou des anciens infortunés avec des locaux, et petit à petit, ce ne sera qu'un sujet de plaisanterie, dont la plus célèbre est, c'est que l'on dit, c'est que les juifs livournais sont ceux qui sont tellement lourds qu'ils boivent de l'eau avec une fourchette. C'était le meilleur moyen pour les Tunisiens de... Ils ont sûrement des blagues aussi sur les autres. Évidemment. Alors, en tout cas, on peut dire que les Juifs étaient en Tunisie avant l'islam. Ça, c'est... Tout à fait. Et d'ailleurs, je tiens à raconter l'histoire suivante. Le 17 février 1957, le président de la République, Habib Bourguiba, est invité par Charles Haddad, le président de la communauté de Tunis, à venir visiter la Hara, qui est le premier quartier ghetto de la ville. Et à la fin, à un moment de son exposé, Bourguiba appelle son chef de cabinet et lui dit « Écoute ce que vient de dire Haddad, les Juifs sont là avant nous ». C'est-à-dire qu'il y a une reconnaissance par les gens ouverts de cette antériorité qui est... C'est peut-être pour ça, je dirais, que les Juifs sont tellement attachés. Alors, je dis, pourquoi ils sont tellement attachés? Je suis en train d'écrire un livre, justement, sur le départ des Juifs de Tunisie. Et on dit, mais regardez ces Juifs, ils sont... à Sarcelles, ils sont à Yafo, ils sont à Marseille, ils sont à Montréal, et regardez leur attachement à la Tunisie. Et alors quelqu'un m'a fait très justement remarquer, sans aucun doute qu'ils sont attachés, mais en 1950, ils étaient 110 000, aujourd'hui ils sont 1100. S'ils étaient tellement attachés... Alors, il y a, si vous voulez, cette espèce de paradoxe qui fait que certainement, ils sont attachés à la Tunisie parce que c'est un pays tout à fait particulier. Cet attachement n'existe pas chez les Polonais, ni chez les Roumains, ni ailleurs, encore moins chez les Algériens, d'ailleurs. Voilà, alors, la différence entre la Tunisie et les autres pays d'Afrique du Nord, c'est par exemple le rapport au sionisme. Il y a eu une grande tolérance dès le début. Vous en parlez dans les années 20. Il y avait les mouvements sionistes étaient autorisés en Tunisie. Alors, je vous dirais que en 1897, premier congrès sioniste à Bâle, la jeunesse juive de Tunis organise un télégramme long qu'elle envoie à Théodore Herzl. Et en 1910, on va voir que le grand rabbin Jacob Okara, qui est d'ailleurs livournais, qui sera le premier délégué juif, et on va voir un développement du mouvement sioniste qui va s'essaimer partout, dans toutes les villes de l'intérieur, à Sfax, à Sousse, à Béja, à Tunis, à l'Ariana. Et ce mouvement sioniste va être très fort parce qu'il va, si vous voulez, être le seul qui, dans l'entre-deux-guerres, va avoir le développement de deux grands partis, de deux grands mouvements. Le premier, c'est la Shomer HaTzaïr. Pourquoi la Shomer HaTzaïr? Parce que le hasard est fait de telle manière, c'est que deux membres du kibbutz de Gan Shmuel devaient s'inscrire dans une école d'agriculture à Anvers. Il n'y avait pas de place. On leur a dit, vous savez quoi? Allez à Tunis. Ils sont venus à Tunis et ils ont créé le mouvement de la Shomer HaTzaïr, dont un des premiers membres de ce mouvement est l'écrivain Albert Memmi. Le grand Albert Memmi. Le grand Albert Memmi. Que vous avez connu. Oui, c'était même mon patron de thèse. Et donc,
Et donc, de l'autre côté, un professeur dont le nom va me revenir, a créé le Beitar à Tunis. Et pourquoi le Beitar a beaucoup plus marché à Tunis que la Shomerat Zahir? C'est que la Shomerat Zahir était anti-religieuse. Et dans la Tunisie de l'époque, il y avait, si vous voulez, un mouvement de tradition extrêmement poussé. Et le Beitar, si vous voulez... c'est donc implanté extrêmement... Bien que n'étant pas un mouvement religieux, il était plus traditionnaliste que la Shomerat Zahir. Voilà. Alors donc Albert Memmi est donc un des membres de ce mouvement, et on va s'apercevoir que tout au long de sa carrière, si vous voulez, il y aura en filigrane dans beaucoup de ses ouvrages une partie importante de sa vie à travers la Shomerat Zahir où il était, et après avec lequel il était extrêmement lié. Il a été pendant au présent, il est encore vivant, il a certes 95 ans, il a été celui qui, à travers le portrait du colonisé et du colonisateur, a marqué, il a aussi, dans la statue de sel qui traduit en hébreu, a été celui qui a marqué aussi son histoire. Donc on voit des dizaines d'ouvrages qui font de lui l'écrivain le plus célèbre d'Afrique du Nord. Et comment vous expliquez de la part du pouvoir, cette fois-ci, cette sympathie pour les mouvements sionistes? On a accusé souvent dans le monde arabe Bourguiba d'être vendu aux sionistes. On l'a accusé même d'être sioniste. Ouais. On l'a accusé, non, mais il faut reconnaître que Bourguiba était un esprit extrêmement brillant. Je rappelle toujours cette anecdote dont on oublie. En mars 1965, il y a à peine... Il y a à peine combien d'années? Monsieur 50 ans, ouais. Est invité à faire une tournée dans le monde arabe. Il va à Jéricho, qui est un camp de réfugiés, comme vous le savez très bien. C'est-à-dire pas un hôtel parisien ou un château à Genève. Et il dit, la non-reconnaissance d'Israël est un leurre. On a failli le tuer. Quand il est arrivé au Liban, ça a été le sommet, il s'est sauvé, et il a eu cette phrase très dure, pour un arabe, j'allais dire. Il a dit, les Arabes, vous ressemblez à ce mec qui rentre dans sa chambre à coucher et qui trouve son ami avec sa femme. Et que fait-il? Eh bien, il se coupe le sexe. Ouais. Donc, regardez quelle dureté il a parlé, si vous voulez. Alors, comment vous expliquez ça? Parce qu'il était brillant, il a compris que l'existence Il a compris, mais le drame, c'est qu'il a eu 20 ans d'avance. Oui. Et donc, Israël n'a pas été aussi à la hauteur, je dirais, pour répondre de ce point de vue-là. Et en dehors des Américains, un petit peu de l'Europe, il était en avance sur son temps. Très bien. Et donc, vous êtes passé rapidement sur votre passage à Paris. Enfin, c'est plus qu'un passage. Vous avez étudié là-bas. Oui, j'ai été pendant 10 ans à Paris, et j'ai eu la chance, si vous voulez, de me trouver au moment où, avec Maria Kelter, Jacques de Rogy, Isabelle Lichniak, Jacques Givet, nous avons créé le Comité international pour la paix au Moyen-Orient. Et donc... et vous avez rencontré Emmanuel Levinas, Vladimir Jankélévitch, Béni Lévy, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Claude Lanzmann. C'est une chance inouïe. J'ai eu, si vous voulez, 2 chances dans ma vie. Cette chance à Paris d'avoir pu rencontrer, j'allais dire, un petit peu le grand de ce monde. Et puis, pendant 10 ans, quand j'étais avec Teddy Kollek, d'avoir rencontré, si vous voulez, de Bernard Pivot à Anouk Aimé, de Guy de Rothschild à Jacques Chirac, de François Mitterrand. C'est une chance, je reconnais que c'est une chance. Et comme j'aime les gens, comme vous l'avez compris souvent, donc je sais, si vous voulez, garder des relations avec ces éminents personnages, qui, aussi éminents soient-ils, sont des gens généralement très ouverts. Et donc... De qui étiez-vous proche? Par exemple, Emmanuel Levinas, vous l'avez bien connu ou... Non, je dirais que beaucoup...
Mémy et Teddy Kollek sont à deux regrets différents. Mémy a été membre de ma thèse et après il est devenu mon ami et puis depuis nous sommes des complices, c'est-à-dire que nous sommes extrêmement liés. Chaque fois qu'on va à Paris, je l'ai fait au docteur honoris causa à Bercheva, j'ai fait un colloque Mémy à l'Institut Van Leer. Et puis, Teddy Kollek, j'ai eu cette chance, non pas parce qu'il était le maire de Jérusalem, mais parce que c'était un homme d'une simplicité étonnante, qui avait une porte ouverte, qui était prêt à vous écouter, qui n'avait pas, si vous voulez, quoi que ce soit par rapport aux grands de ce monde, et qui était, lui, vraiment la simplicité fait homme. Alors, pendant 10 ans, comme j'étais le seul francophone autour de lui, j'ai donc eu cette chance inouïe. Oui, qu'est-ce que vous pensez de la polémique survenue après sa mort? Vous vous en souvenez, on a ouvert des archives en Israël et on a trouvé un nom de code comme quoi il est un informateur des Anglais. Ça paraît improbable, ça paraît fou. Je ne sais pas quoi en penser moi-même. C'est toujours très difficile de faire parler les morts et donc on ne sait pas, quand on sait, si vous voulez, son activité sioniste avant la création de l'État d'Israël, ça paraît tellement paradoxal. Et je vais vous dire d'ailleurs, c'est tellement vrai que cette polémique a disparu rapidement. C'est vrai. Parce que, en général, si ça dure, c'est qu'il y a toujours quelque chose. Et lui, avant l'État d'Israël, pendant l'État d'Israël, il était d'abord un homme très proche de Ben Gurion. Par exemple, je vous raconte encore un point, par exemple. Ben Gurion, en 1965, décide de créer une liste qui va courir aux élections de la municipalité de Jérusalem. Mais il dit, je lui dis, je suis occupé à faire le musée, parce que c'est lui qui a créé le musée de Jérusalem. Il dit, non. Il dit, il faut que tu cours Et alors, il a pris la ville, et lui, il a ce talent, si vous voulez, inouï, de rendre un événement, un très grand événement. Il a, si vous voulez, transformé un petit village, parce que vous avez peut-être pas connu Jérusalem en 1967, c'était vraiment un petit village. Il a rencontré ça en une ville internationale. Il a fait le festival international, il a fait venir les plus grands artistes de Niki de Saint-Phal à Calder, à l'intérieur de cette ville. C'est quelque chose d'inouï et c'est d'autant plus fort qu'il avait un talent, vraiment un talent de fundraising, c'est-à-dire de ramasser de l'argent, dans une ville qui est, il faut dire, très difficile, parce que cette ville, c'est 25% d'Arabes, 25% d'ultra-orthodoxes, et 47% de ce qui reste, ce sont des fonctionnaires. Donc, il n'y a ni industrie, donc pas pratiquement peu, et il a eu l'idée de génie de créer ce que les gens ont copié après, la fondation de Jérusalem. Et je raconte toujours aussi cette histoire. Pour les 80 ans de Jérusalem, Teddy Kollek avait l'habitude, chaque fois qu'il avait un événement, 80 ans, 85, de faire un événement. Les gens disaient, mais quoi, si tu veux un cadeau? Le cadeau, c'est pas pour moi, c'est la ville. Et je me souviens très bien que Tchitch, le maire de Tel Aviv, monte à la tribune et dit « Moi, je ne parle pas comme les autres, je vais aller très vite. J'ai 2 histoires pour vous. » Alors, les gens disent « Ouais, quoi ?» Et première histoire, la différence entre Teddy Kollek et moi, c'est que moi, quand on me donne un chèque, je le mets dans la poche. Teddy Kollek, il voit, s'il n'y a pas suffisamment de zéros, il rend le chèque et je suis témoin du fait qu'il a fait ça. La deuxième, il lui dit, tout le monde a des cadeaux à Jérusalem. Nous, la seule chose qu'on peut offrir à Tel Aviv, c'est la mer. Et en face de l'opéra, tu vois une plaque, s'appelle la Prof Yerushalayim. C'est à l'occasion de Teddy Kollek. Est-ce qu'il y a une rue Tel Aviv à Jérusalem? D'ailleurs, c'est une bonne question. C'est une bonne transition pour revenir au livre de Herzl, puisque Alt-Neuland, ça a été traduit par Sokolov par Tel Aviv. Tout à fait. Alors, vous avez décidé de le rééditer. Et pourquoi ?
Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, on ne se rend pas compte combien cet homme était un homme de génie. Visionnaire. Mais un grand visionnaire. Et tout le monde connaît l'État juif. De Herzl. Et j'ai dit, sur Altneuland, peu de gens connaissent. Il faudrait rééditer ça, donc j'ai fait une préface là. J'ai retrouvé une préface qu'avait fait Edmond Flegg. Ah oui. En 1932 sur cet ouvrage-là. Donc ça me paraissait important. Et d'ailleurs, très symboliquement, j'avais choisi pour la couverture du livre La Fontaine de Dizengoff. De Hagam. De Hagam. Oui, alors, vous pensez que ce livre reste d'actualité, malgré son côté utopique ? Écoutez, il y a une actualité certaine quand on lit ce livre. On s'aperçoit qu'il est le premier à parler de l'aide des Juifs d'Israël au Pays Noir. On voit son attitude vis-à-vis du racisme. On voit sa vision des villes. C'est tellement vrai d'ailleurs que Shimon Peres a sorti il y a quelque temps un livre. Il a pris Théodore Herzl par la main et il a baladé en Israël. Et il dit voilà, regarde ce que toi tu as dit ce que tu as rêvé. Ce que tu as rêvé. Regarde ce qui est là. C'était un très beau livre et d'ailleurs un très beau thème d'ailleurs. Il y a un côté complètement fou dans ce projet du sionisme, de créer un pays comme ça, avec des populations qui viennent du monde entier. C'est pourtant ce qu'il a rêvé, et effectivement, ce qui s'est réalisé. Maintenant, certains vous diraient qu'il s'est quand même trompé sur pas mal de choses. Il voulait faire un exemple d'État socialiste, finalement. Il avait une vision... Je ne sais pas si c'est le mot que j'emploie, socialiste. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on a des visions aussi larges, aussi élevées, on ne peut que se tromper sur un certain nombre de points. La phrase célèbre qu'il y a dans le livre, où il dit si dans 50 ans, je dirais, on décrit l'État juif, les gens ne me croiront pas. Et pourtant, 50 ans plus tard, il a créé l'État juif... Vous partagez donc cet enthousiasme, j'ai lu dans vos interviews, pour Israël. Écoutez, moi je suis de ceux qui, malgré les problèmes inquiétants, traversent l'État d'Israël, ont un certain nombre de points qui sont loin d'être négatifs. Écoutez, 5 milliards de dollars en un an, c'est énorme. C'est ce pays qui a vu des gens originaires de 126 pays différents. Mais quand je dis ça, les gens ne comprennent pas. Vous qui venez de France, en 1962, vous n'étiez peut-être pas né. Je ne suis pas né, non. En 1962, sont arrivés en France 1 million de pieds noirs qui, en dehors d'une cuisine épicée et d'un accent chantonnant, étaient plus français que les Français. Il leur a fallu 40 ans pour s'intégrer. Ici, vous avez des gens, quand vous savez la différence qu'il y a entre Meknès et Fès, entre Vilna et ailleurs, on se dit, mais comment ce pays s'est fait ? Ce pays, malgré tout, donc, c'est pour moi, il y a deux choses dans l'État d'Israël dont on oublie souvent. C'est d'une part, la réunion des exilés, qui est un phénomène inouï. Et le deuxième, c'est la renaissance de la langue hébraïque. Que Moïse retourne ici et descende à Dizengoff, il peut draguer sans les mots techniques la plus jolie fille de Tel Aviv. C'est une révolution. Il n'y a pas d'autre révolution dans le monde que, si vous voulez, la renaissance d'une langue. Partez en Grèce, au Parthénon, vous restez, on dira Parthénon, restez. C'est vraiment une révolution. Moi, si j'avais quelque chose, je créerais un musée de la langue hébraïque, parce que je trouve que c'est vraiment la révolution la plus forte que l'État a fait. Et pourtant, c'est peut-être l'État le plus décrié au monde et critiqué au monde. On nous accuse de tout. C'est vrai. On accuse parfois d'être les nazis c'est vrai du XXIe siècle. Il y a incontestablement, si vous voulez, le fait d'être le réceptacle de tous les malheurs du monde et de toutes
des choses des fois qui vous dépassent vous-même, c'est-à-dire que vous avez beau vous poser la question où, quoi, comment, et bien vous dites mais comment, c'est pas possible qu'on va nous traiter de ça, et pourtant c'est vrai. Mais moi j'ai une faiblesse, je dis oui, vous m'avez parlé de cet amour que j'ai pour Israël. C'est les gens, c'est un petit peu comme des crêpes, ça se retourne. Ben, très souvent dans l'histoire d'Israël, vous verrez des gens qui étaient pour Israël et contre Israël et pour Israël, et ça revient à un moment ou à un autre, à un moment où on s'attend le moins. Hein. Oui, bon, espérons que ça se retourne dans le bon sens. Alors, vous êtes un ferventionniste et vous êtes aussi un homme de gauche engagé. Vous êtes... J'assume. Oui, vous avez participé à la conférence de Genève. Tout à fait. Ouais. Et vous avez toujours rêvé d'une réconciliation arabo-juive, on peut dire. Écoutez, moi je dis qu'on n'a pas beaucoup d'alternatives. C'est-à-dire que on peut mettre dans un fourreau deux épées, non. Mais sur un terrain, on peut mettre 2 tracteurs. Donc, nous nous trouvons dans cette région du monde. Est-ce qu'on peut vivre sur le glaive pendant la nuit des temps? C'est pas possible. Si on vous avait dit qu'on va faire la paix avec l'Égypte, avec les 3 guerres du Liban, on a continué à faire là. Avec la Jordanie, pareil. Moi, je me rappelle comme aujourd'hui, ce samedi où le président Sadat est arrivé en Israël, quand la porte s'est ouverte, ce jour-là, il n'y a pas eu de vol dans tout Israël parce que tout le monde est devant sa télévision. Et ce jour-là, c'était quelque chose de miraculeux. C'était quelque chose de miraculeux et c'est quelque chose qui dure. C'est-à-dire, même quand l'Égypte, si vous avez le pouvoir des islamistes à un moment, au lendemain de Tahrir, et ben même à ce moment-là, ils n'ont pas pensé un instant rompre les relations avec Israël. Ça, c'est les choses que les gens doivent comprendre. Quand on se met je sais pas, à crier quoi, comment. Il faut aussi croire... Comment vous voyez l'avenir? Parce que bon, il y a l'Égypte, mais il y a aussi la Syrie. Hein, il y a le Daesh, pas très loin d'ici, le Hezbollah au nord et le Hamas au sud. Donc, c'est difficile de rester optimiste. Regardez la Turquie. Oui. C'est des dents de scie. Oui, c'est vrai. C'est des dents de scie. Et c'est pourtant le pays le plus important de la région. Avec l'Égypte, peut-être, ouais. L'Égypte, un peu moins ces derniers temps. Eh bien, on aurait pu penser que, mais non, ça va, ça vient, ça va. La politique, il faut apprendre. Avec la Syrie, il ne s'est rien passé depuis 1973. Et je vais vous faire un aveu même encore plus grand. Depuis 1973, après la guerre de Kippour, Israël et la Syrie déposaient à la frontière tous les jours les journaux respectifs. Au lieu d'aller à Paris les acheter, Israël déposait les sons. Donc, je peux vous raconter de vive voix. Donc, et il n'y a rien eu avec la Syrie. Il aurait pu avoir. Imaginez si on avait rendu le Golan. Il aurait pu avoir. En politique, on ne fait pas de si. Hein. Ouais. Donc vous êtes optimiste et vous êtes en contact avec des Palestiniens modérés. Oui, j'en vois un certain nombre. Je reconnais beaucoup moins qu'avant, mais j'en vois parce que je crois que c'est important que eux sachent et que nous sachions que des 2 côtés du pays, il y a des gens pour qui c'est important, parce que ils ont autant envie que nous de faire la paix. Je ne parle pas des extrémistes. C'est ce que les gens vous jettent à la figure, les extrémistes. Non, c'est vrai, les extrémistes, c'est pas eux qui ont envie de faire la paix, mais... Bon. Vous y croyez. Important. Oui, très, très fort. Et alors, quel était votre rôle? Qu'est-ce que vous avez réalisé dans le cadre de la conférence de paix de Genève Non, la conférence de paix, on a eu une conférence à Paris, on a été invité par le roi du Maroc. Voilà, vous étiez en contact. Il y avait une délégation avec Yossi Beilin, Yuli Tamir. Et donc, on a fait des conférences un peu partout aussi dans le pays pour rendre les choses réelles. Et
c'est pas définitif parce que aujourd'hui, quand on parle de Genève, on ne peut pas dire que c'est une mauvaise chose. On ne sait pas comment ça va se faire, mais il y a, si vous voulez, toutes les prémices de quelque chose de positif. Et j'ai lu dans un article que votre rêve serait d'être un jour ambassadeur en Tunisie. Est-ce que c'est vrai? C'était une possibilité qui était vraie à la fin des années pressenti, 90. Ouais. Et depuis... Il n'y a pas eu la paix. Non. Non, c'est pas moi qui ne voulais pas. Oui, mais enfin, disons que ça fait partie de vos rêves. Oui. Vous êtes retourné en Tunisie? Oui, je suis retourné en Tunisie pendant très longtemps, invité par le gouvernement tunisien à donner des conférences, et en tant qu'Israélien d'ailleurs, sur mon passeport tunisien, ou mon passeport israélien, j'ai des cachets tunisiens encore aujourd'hui. Vous parlez arabe? Je parle arabe tunisien, c'est-à-dire un arabe, c'est un peu un dialecte plus qu'une langue littéraire. D'accord. Mais c'est pas votre culture. Vous êtes une culture française. Oui, vous avez tout à fait raison. Nous sommes deux cultures françaises, puisque je dis, on a appris nos ancêtres les Gaulois. Et par rapport à la communauté des Tunis-Israéliens, alors c'est très étonnant, il y en a certains qui ont créé des kibboutz. Il y a des kibboutz de Tunis-Israéliens. Ah oui, non, ça c'est très important. C'est-à-dire qu'il y a 55 000 juifs qui sont venus en Tunisie, qui sont partis en France, et 55 000 qui sont venus en Israël. Et dans ces 55 000, il y a deux kibbutzim, Karmia, près de Ashkelon, Regavim, près de Hedera, 17 moshavim qui vont de Gilat au sud d'Israël à Yanouv, près de Natania, et aussi, pour une communauté aussi peu importante, une intégration étonnante. C'est-à-dire, si on prend, je sais pas, les journalistes ou les chanteurs, vraiment les journalistes, alors vous verrez que Doval Fon, qui était le rédacteur en chef du Haaretz, était tunisien, que Rina Matzliach est tunisienne, que Boaz Bismuth est tunisien. Ou alors chez les chanteurs, vous avez Etienne Kri, vous avez Corinne Halal, vous avez Kobi Oz. Pour une petite communauté, je trouve qu'il y a une intégration qui me paraît assez... Je connais un grand sportif que peu de gens connaissent son origine tunisienne. Le champion de judo. Gerbi. Non, alors Gerbi, mais Arik Zehevi. Oui, évidemment. Ah, vous le saviez? Vous savez? Ouais. Parce que Zehevi, ça sonne pas forcément tunisien. Il y avait aussi le conseiller juridique du gouvernement, mais dans tous les partis politiques. Ouais. Et Nissim Zuli au Parti travailliste, à Chasse, au Likoud, partout, dans les maires de... Oui, donc vous dites que c'est une intégration parfaitement étonnante. J'ai dit, voilà, politique, chanteur, journaliste, sport... Pour une petite communauté de 55 000 personnes, c'est étonnant. C'est étonnant. Il faut reconnaître. Et vous avez une association des originaires de Tunisie? Non, vous savez, les juifs, c'est toujours très compliqué. Il y a 2 juifs, 3 partis, 4 opinions, 5 tendances. Donc moi, j'ai jamais joué ce jeu et je regarde... Par contre, ce dont je suis très fier, c'est que depuis 10 ans, j'organise chaque année à Yad Vashem une soirée, une journée, si vous voulez, à l'occasion de la première rafle des Juifs de Tunisie. Et que ce soit à Yad Vashem, et que ce soit le judaïsme tunisien qui conforte cette idée, ça me paraît un sujet dont, en tout cas, moi, je suis extrêmement fier. C'est très important, effectivement, d'en parler, parce que c'est un aspect méconnu. Tout à fait. Il y a, dans le musée de Yad Vashem, il y a une partie, mais elle est assez petite. Oui, mais il y a un mur entier. Voilà. Il y a un mur entier. Alors, je vais te raconter l'histoire du mur. Oui. Et on arrête. À veille de l'ouverture du musée nouveau, j'ai dîné avec le directeur du musée, Abner Chalev. Il m'a dit, il n'y a rien sur la Tunisie. J'ai payé une fille qui m'a... J'ai dit, quoi? Laisse-moi une semaine, tu verras. Je devais aller à Paris. Je vais chez Mémy, dont le père était boursicotier, et est venu un officier nazi avec un Sefer Torah et le fusil. Il a dit, fais un sac à ma femme. Et dans la maison de Mémy, il y avait un reste de Sefer Torah.
Je dis, Mimi, il faut que tu me rendes ça. Mais c'est... Je dis, c'est pour Yad Vashem. La deuxième, et grâce à ces 2 points dont je parle, il y a le mur entier de Yad Vashem grâce à moi. Et donc, pendant très longtemps, on n'a pas cru qu'il y avait des étoiles jaunes à Tunis. Et les chercheurs me disent, il n'y a pas d'étoiles jaunes. Je dis, c'est pas possible. Même Mathilde Aguès, qui était une députée, m'a dit, on avait porté l'étoile jaune. Si elle m'a dit, bon, mais elle est morte. Je fais des conférences dans tout Israël et un jour je tombe à Netanya, un type qui me dit « Mon père a porté l'étoile jaune ». Mais je dis « Apporte-les ». Il a apporté de suite, on a amené à Yad Vashem et avec ces 2 événements, on a eu un mur entier qui apparemment c'est rien, mais déjà par ça, rapport à rien, tu comprends ce que je veux dire de la même manière que ce jour, chaque année au mois de décembre, où on rappelle les Juifs de Tunisie, c'est rien, mais à Yad Vashem, on me rappelle que les Juifs de Tunisie étaient sous domination nazie. Alors Claude Silbon, merci beaucoup d'être venu nous rendre visite à Radio TAF. Alors voilà, on aura compris, vous avez au moins 3 identités, tunisiennes, israéliennes, juives on peut dire, et françaises. Et on espère qu'un jour ces identités se réconcilient. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Je cherche en vain la portée